Bonsoir, merci de votre présence. Merci à Marc Zeytoun d'avoir fait une halte au Luxembourg. Nous sommes très contents de pouvoir aborder ce sujet très important qui est la question de l'eau. Nous remercions nos différents partenaires. Si vous avez le petit flyer, donc vous verrez que nous avons plusieurs partenaires qui se sont associés à nous, comme Natura Umwelt, la STM et aussi d'autres. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de voir le conflit israélo-palestinien dans son entièreté, dans ce qu'il a aussi de symbolique. La question de l'eau se pose dans beaucoup de conflits, comme la question de la terre et d'autres. Donc le déroulement de cette soirée, Mo va introduire Marc Zeytoun, qui aura 45-50 minutes pour présenter donc, son sujet. Nous aurons ensuite largement le temps de questions-réponses. Et je vous invite à rester après les questions-réponses pour plusieurs actions. La première action, pour ceux qui acceptent d'être pris en photo, nous aurons une petite photo de groupe, car il y a au mois de mai le Giro d'Italie qui part de Jérusalem. Donc les Italiens font une grosse action pour dénoncer, en fait c'est une opération de marketing d'Israël qui prend en charge financièrement ce Giro d'Italie et donc le reçoit à bras ouverts, et c'est qui donne bien sûr une image très touristique, favorable, sportive d'Israël. Donc on continue à laver l'occupation, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la pseudo-ouverture aux gays et lesbiennes. Donc voilà, pour ceux qui sont d'accord que leurs photos soient reprises sur Facebook ou ailleurs, donc on fera cette petite photo. Ensuite, nous pourrons descendre à Le Kosov pour le verre de l'amitié. Ah non, c'est ici, pardon, merci Nathalie. Donc nous pourrons rester à cet étage pour le verre de l'amitié que nous avons le plaisir de vous offrir afin de continuer de manière informelle. Pour ceux qui ne le reçoivent pas encore, vous pouvez vous inscrire sur notre liste ici auprès d'Anna Maria au stand pour la lettre info. Et ceux qui veulent devenir membres peuvent aussi devenir membres pour la somme modique de 15 €. Voilà, je vous remercie. Ah oui, pardon. Je voulais quand même, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de regarder la presse, c'est une journée un petit peu particulière parce que nous avons annoncé par un communiqué de presse ce matin que nous allions faire une action en justice à l'encontre du député Fernand Kartheiser, car il nous a accusés d'être antisémites lors d'un débat à la Chambre le 5 décembre dernier et que nous estimons que c'est absolument inacceptable. Et que ces accusations d'antisémitisme servent en fait à faire taire le mouvement de solidarité avec la Palestine et à éviter ce qu'on va faire ce soir. C'est-à-dire que ce soir, on va parler des faits, on va parler des réalités. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Qu'est-ce que c'est que l'occupation? Et là, on pourra avoir un vrai débat. Alors que, bien sûr, si on met une étiquette antisémite, radicaux, extrémistes, le débat est terminé. Voilà, je vous remercie. Donc, avant de passer la parole à Marc, je vais brièvement l'introduire. Donc, Marc Zeytoun est professeur à l'University of East Anglia en Angleterre et il est aussi chercheur auprès du London Water Research Group. De formation, il est ingénieur en génie civil et en sciences de l'environnement. Il a fait ses études à la McGill University où il est aujourd'hui professeur adjoint. Dans ses recherches académiques, Marc analyse les rapports de force entre acteurs politiques à travers la gestion de l'eau. Il s'est spécialisé dans la gestion transfrontalière de l'eau dans des zones de conflit ou de post-conflit, avec un accent sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Tandis qu'on reproche souvent aux universitaires de vivre dans une tour d'ivoire, on ne peut pas dire de même de Marc Zeytoun, qui a travaillé sur le champ dans plusieurs zones de conflit, notamment au Tchad, au Liban et aussi en Palestine. Et voilà, il se penche de plus près sur la dimension hydrique du conflit israélo-palestinien dans son livre qui s'appelle Power Water in the Middle East, The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict, qui est paru en 2008. Et comme le titre l'indique déjà, Marc identifie la gestion de l'eau comme une constituante majeure du conflit israélo-palestinien. Et 10 ans après la publication de son livre, la situation n'a pas changé, ou si elle a changé, c'est plutôt pour le pire. Donc je vais maintenant passer la parole à Marc. Sa présentation durera à peu près 40 minutes. Comme Martine l'a déjà indiqué, il y aura des questions-réponses après que vous pourriez poser ou bien en anglais ou bien en luxembourgeois, allemand, français. Voilà, luxembourgeois, allemand, français, j'essaierai de traduire. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, il y a des casques
ici, il y aura une traduction simultanée. Donc, voilà. Marc. Okay. Merci Mo, merci Martine, merci toute la comité. Vous m'excusez de vous adresser en anglais. Malgré le fait que je suis canadien, j'ai perdu presque tout mon français. Habitant là en Angleterre comme je l'habite maintenant, ils ne parlent qu'une langue là-bas. Je vais donc poursuivre en anglais. Je devrais vous parler de mon expérience. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vient en grande partie de mon expérience en tant que négociateur, en tant que conseiller pour l'équipe de négociation palestinienne pour les questions hydriques de 2003 à 2010. J'ai été donc conseiller pour l'équipe de négociation. Je voudrais d'abord vous présenter l'eau en tant que ressource naturelle. Et je voudrais ensuite vous parler de l'eau et de sa position dans le conflit. Donc tout d'abord, la ressource naturelle. Vous voyez ici la rivière, le fleuve Jourdain avec 3 affluents. Et le fleuve Jourdain sert de frontière sur une bonne partie entre Israël et les pays voisins. Elle passe ensuite par le lac Tibériade et finit son chemin ensuite à la mer Morte. Donc voici un des affluents du Jourdain au Liban. Et donc vous voyez cette gravure de John MacGregor, un explorateur écossais qui a dessiné l'affluent du Jourdain. Et vous voyez ici donc cet affluent. Vous voyez que le dessin est de grande qualité puisqu'on retrouve la même chose sur la photo. Vous voyez donc le Jourdain. Vous voyez le plateau du Golan occupé, le lac de Tibériade et la rivière qui traverse. Et là, c'est l'embouchure du lac Tibériade. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais on estime que c'est là que Jésus a été baptisé. Du moins, c'est ce que pensent les croyants. En réalité, Jésus aurait été baptisé plus loin, plus en aval, à un endroit où la rivière est désormais asséchée. Pourquoi ? Eh bien, puisque ce petit barrage a été construit. Ce barrage a été construit pour les besoins de l'État d'Israël. J'y reviendrai par la suite. Et donc, le fleuve finit sa course au point le plus bas de la planète, la mer Morte. C'est la vallée la plus basse de la planète. C'est une mer avec une composition chimique unique. Elle est morte dans le sens où rien ne peut vivre à l'intérieur et elle meurt dans le sens où elle s'évapore de plus en plus et rétrécit à vue d'œil pratiquement. Donc, vous voyez cette photo prise d'un hôtel qui avait été construit à l'époque sur les rives de la mer Morte, en Cisjordanie. Alors, venons-en maintenant aux racines du conflit lié à l'eau dans cette région. Et cela remonte à plusieurs années. Voici une photo d'une expédition américaine en terre sacrée, en terre sainte, pour récupérer de l'eau sainte. Et vous voyez que cette eau a été ramenée en passant par la Turquie dans ces tonneaux.
Je crois que le caractère sain de l'eau n'était pas la seule motivation de cette expédition. L'intérêt, c'était d'en tirer un profit économique. Si on lit les légendes, on voit qu'on nous parle de 7 races, turcs, arabes, grecs, égyptiens, syriens, bédouins et américains, parmi donc les personnes qui ont fait partie de cette expédition. L'eau était embouteillée puis vendue. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, vous le voyez sur cette photo. Vous pouvez acheter de l'eau sainte. Ce n'est qu'une anecdote, ce n'est pas ça le fond du problème du conflit dans la région, mais ça vous donne comme une idée de tout ce qui peut se jouer autour de l'eau. L'eau, je ne pense pas que ce soit la cause principale du conflit israélo-palestinien, ça n'en est qu'une partie. La question principale, c'est la terre et Jérusalem. Cependant, je pense que l'eau est un élément important du conflit. Mais je le répète, ce n'est pas le facteur essentiel. Le problème, c'est la terre, Jérusalem, et cette attitude chauviniste qui veut qu'un territoire soit pour un peuple et non pas pour un autre peuple. Donc revenons-en aux sources du conflit lié à l'eau dans la région. Vous savez que la région a été colonisée, notamment par les Britanniques, puis que c'est là qu'a été créé l'État d'Israël en 1967. On est parvenu aux frontières que vous voyez sur l'écran. Depuis 1967, Israël occupe le plateau du Golan, la Cisjordanie et Gaza. En ce qui concerne les ressources en eau dans la région, vous voyez ici les ressources. Et il y a deux éléments essentiels. En 1994, un traité de paix a été signé entre Israël et la Jordanie. Il s'agit d'un traité très précis sur les questions de l'eau qui dit qui doit recevoir quelle quantité d'eau. Ici, vous voyez la Yarmouk, la rivière. Il faut savoir que lors de ces négociations du traité de 1994, les Palestiniens n'étaient pas présents et ils ne figurent donc pas dans le traité. Et l'allocation des ressources en eau de la rivière était donc déjà décidée avant que les Palestiniens ne puissent prendre part à des négociations. En 1995, il y a eu l'accord d'Oslo II entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et cet accord ne porte que sur les aquifères, les nappes souterraines. Pourquoi ? Parce que les eaux de surface avaient déjà été réparties entre la Jordanie et Israël. Tout ce qui restait à se partager, c'était les aquifères, avec l'aquifère occidental, qui est de loin le plus productif. Cet aquifère permet d'avoir de l'eau assez rapidement. Il suffit de creuser à 50 ou 100 mètres dans le sol et vous avez de l'eau douce correcte. Ici, vous avez l'aquifère du nord. Ici, l'eau est très profonde, à 500 mètres de profondeur, et donc c'est très difficile de pouvoir faire des forages pour approvisionner en eau, par exemple, la ville de Jénine. Et là, vous avez l'aquifère occidental, qui est très difficile à exploiter, car les ressources sont très profondes sous terre. Les Palestiniens, grâce à ces aquifères, avaient de l'eau historiquement, grâce à des puits, historiquement. Vous voyez ici la façon dont on extrait de l'eau actuellement, avec des puits, des pompes qui extraient l'eau de la nappe phréatique. Et l'eau circule ensuite dans une canalisation qui la conduit vers les personnes qui peuvent la recevoir. Cette conduite, par exemple, va dans une colonie israélienne. Vous voyez qu'aujourd'hui, en 2010, les barrières et la clôture s'est renforcée.
En 1995, il y a eu une sorte de statu quo après plusieurs décennies d'occupation. Les Palestiniens ont consenti à cette allocation qui dut être renégociée en 2000, 5 ans après. Donc là, dans ce tableau, vous avez les chiffres qui étaient le statu quo à l'époque, 94% de l'aquifère pour Israël, en tout cas de l'aquifère occidental, 71% de l'aquifère du nord pour Israël et 42% de l'aquifère oriental pour Israël. Donc vous voyez que ce partage, là, on laisse une faible partie pour la Palestine. Cette allocation devait être renégociée en 2000, mais ça n'a pas été le cas. On pourra en reparler lors de la session de questions-réponses, si vous le souhaitez. J'aimerais vous parler de la question maintenant de l'aquifère côtier, surtout que nous avons ici une personne qui vient de Gaza et qui saura très bien de quoi je parle. L'aquifère côtier ici a été tellement exploité qu'il contient une eau désormais salée et qu'il ne convient plus il ne convient plus pour satisfaire les besoins de Gaza. En fait, à force de pomper l'eau douce de l'aquifère, l'eau salée entre dans la nappe phréatique et s'infiltre donc dans cet aquifère, ce qui fait que désormais, cette ressource-là n'est plus de bonne qualité. Cependant, cet aquifère se trouve en aval par rapport aux autres ressources et il n'est donc pas vraiment au cœur des tensions et des négociations. Cet aquifère n'intéresse pas Israël, il ne concerne que Gaza, il n'y a donc pas vraiment de tension politique autour de celui-ci. C'est vraiment l'aquifère occidental, oriental et septentrional qui pose problème. Je ne nie pas que la situation à Gaza est très compliquée et que les personnes souffrent de la question de l'eau, mais je me concentrerai sur les autres où il y a ces tensions politiques. Vous voyez qu'on peut dire, d'après ces chiffres, qu'Israël obtient 90% des ressources en eau et la Palestine 10%. En Cisjordanie et près de Kalkilia. Ce sont des zones qui ne sont pas arides. Il pleut. Les précipitations sont importantes. Cependant, Israël a un grand contrôle sur les ressources en eau. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'accord d'Oslo II qui a entériner cette répartition inéquitable des ressources en eau. Si l'on regarde ce graphique, on voit la consommation totale israélienne, la consommation israélienne due à la consommation, à la production agricole, à l'usage domestique, c'est-à-dire dans la maison. Et on voit que rien que cette consommation pour usage domestique israélienne est supérieure à la consommation totale palestinienne. L'irrigation, l'utilisation agricole de l'eau, c'est toujours la plus gourmande en eau. On utilise toujours beaucoup plus d'eau pour irriguer les cultures que pour se laver et faire la cuisine, laver les vêtements. Mais vous voyez ici que cette consommation domestique pour usage domestique israélienne est donc supérieure à la consommation totale palestinienne. Si on ramène la consommation au nombre d'habitants, vous voyez ici qu'il y a aussi un déséquilibre. Les citoyens israéliens consomment 4 fois plus d'eau que les Palestiniens. Et si on rapporte ce chiffre aux colons israéliens, on arrive à un ratio de 10:1, c'est-à-dire que les colons israéliens consomment 10 fois plus d'eau que les Palestiniens. En ce qui concerne le prix payé pour l'eau, il faut savoir que les
Palestiniens paient autant que les Israéliens pour l'eau. Ils paient le même prix. Cependant, les agriculteurs israéliens qui utilisent énormément d'eau reçoivent des subventions. Et les colons israéliens ont quant à eux accès à l'eau courante, alors qu'en ce qui concerne les Palestiniens, il y a des centaines, ou des dizaines du moins, des dizaines et des dizaines de villages qui n'ont toujours pas l'eau courante. Et ils doivent donc apporter l'eau dans des citernes mobiles, parfois tirées par des ânes, et cela coûte beaucoup plus cher. Donc, les Palestiniens les plus pauvres payent parfois 30 fois plus cher l'eau que les Israéliens et les colons israéliens, qui sont, eux, bien plus aisés. C'est là qu'apparaît l'inégalité. C'est parfois ennuyé de voir que l'histoire se répète partout, mais ce n'est pas une surprise malheureusement de voir que les pauvres doivent payer plus pour l'eau. Ce n'est pas une situation qui se produit uniquement en Palestine, malheureusement. Il existe donc une réelle asymétrie. Vous voyez ici une image d'une colonie israélienne où l'activité principale est l'élevage. Et cet Israël obtient de l'eau grâce à une canalisation d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Il s'agit d'une eau de bonne qualité qui leur permet vraiment de procéder à leurs activités d'élevage et d'arroser également les végétaux. En revanche, vous voyez ici en premier plan, une conduite bien plus petite, un tuyau bien plus petit, d'environ 5 cm de diamètre, beaucoup plus sujet aux fuites. Et l'eau qui parvient à travers ce tuyau paye le même prix que les personnes qui vivent dans la colonie. Mais il existe une différence de revenus et de niveau de vie entre ceux qui vivent dans la colonie et les Palestiniens du village. Dans certaines zones de la Cisjordanie, notamment dans la zone C, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc la zone C, c'est celle qui est plus ou moins sous contrôle total d'Israël. C'est le cas du sud de la Cisjordanie, près d'Hébron par exemple. Et dans cette zone C, vous n'avez pas le droit de construire des citernes. Vous n'avez même pas le droit de mettre en place un collecteur d'eau de pluie. Si vous le faites, il sera démoli. Dans certaines zones de Cisjordanie, les Palestiniens dépendent entièrement des précipitations pour l'agriculture. Et s'il ne pleut pas suffisamment, ils ne parviendront pas à avoir des récoltes suffisantes. En 2005, ce fut une très mauvaise année. Les agriculteurs n'ont même pas couvert les coûts encourus pour planter le maïs et le blé. L'aide humanitaire et les programmes alimentaires ont des solutions spécifiques qui ne permettent pas, en fait, à cette zone de se développer comme il le faudrait. Sur cette photo, vous voyez une exploitation agricole de colons israéliens en Cisjordanie. Vous voyez donc cette végétation bien verte dans la vallée du Jourdain. Et cette exploitation agricole est irriguée avec des eaux transfrontalières de la vallée du Jourdain. La question que l'on peut se poser alors, c'est comment cette asymétrie s'est-elle installée et pourquoi est-on arrivé à une situation si asymétrique, à un tel degré d'asymétrie? C'est la question que j'analyse dans mon livre.
Mo a une copie PDF du livre. Je n'ai pas d'exemplaire papier ici, mais si vous voulez une copie électronique, vous pouvez peut-être écrire à Mo et il vous l'enverra. Donc, dans mon livre, j'ai cherché à expliquer comment la puissance, le pouvoir, peut expliquer cette asymétrie. Il existe plusieurs types de pouvoir, le pouvoir de coercition, le pouvoir conceptuel et le pouvoir de négociation. Et c'est une combinaison de ces trois types de pouvoir qui a créé et qui entretient cette asymétrie. En 1967, le pouvoir de coercition a commencé dans la région lorsque l'armée israélienne a occupé la Cisjordanie. L'un des premiers ordres, l'une des premières injonctions imposées aux Palestiniens, c'était l'interdiction de forer des puits. À partir de 1967, les Palestiniens n'ont plus eu le droit de forer des puits. Lors de la période d'occupation officielle jusqu'à l'accord d'Oslo II en 1995, Israël a développé le système hydraulique en Cisjordanie. Certains disent qu'il ne s'agit pas d'apartheid, mais de ensemble-heid, c'est-à-dire que les villages palestiniens et les colonies sont associés par les routes, par les réseaux d'eau. Et c'est une manière de protéger d'une certaine façon les infrastructures, puisque les Palestiniens sont un petit peu dépendants aussi des infrastructures qui servent les colonies. En 2001, on a constaté que l'accord Oslo II avait complètement échoué. Il y a eu une nouvelle occupation de la Cisjordanie. Beaucoup de destructions ont eu lieu. Les infrastructures hydriques ont été gravement endommagées. Et ces destructions continuent aujourd'hui. Vous voyez le pouvoir conceptuel ici, ce que l'on voit, ce que l'on peut photographier. Pardon, non, c'est le pouvoir de coercition, ce pouvoir que l'on constate, que l'on peut donc photographier. Il existe un autre type de pouvoir, le pouvoir conceptuel. Aimé Césaire parle de la civilité des Noirs qui a été imposée par les colonialistes britanniques. C'est également une notion que l'on retrouve dans le mouvement d'émancipation et de conscience noire. La chose la plus dangereuse que l'on peut retrouver dans la main des oppresseurs, ce sont les esprits des opprimés. C'est-à-dire que lorsqu'on incite les opprimés à penser que ce qu'on leur octroie, ce qu'on leur accorde, c'est la meilleure chose qu'ils puissent obtenir. Et je maintiens qu'aujourd'hui, il existe une sorte de pouvoir conceptuel en ce qui concerne la question de l'eau en Israël-Palestine. À l'époque d'Oslo II et des négociations, les Palestiniens se pensaient que tout ce qu'ils pouvaient obtenir d'Israël, c'était forcément une bonne chose. Mais on se trouve face à des projets complètement absurdes d'une certaine façon, où l'eau qui se trouve dans la vallée est pompée et envoyée plus haut, donc en haut des montagnes ou des collines. Et c'est quelque chose qui semble absurde et pourtant, à un certain moment, les dirigeants ont pensé que c'était une bonne idée.
il y a des moyens beaucoup plus efficaces d'obtenir de l'eau que ce qui a été décidé à l'époque. L'autorité palestinienne et les négociateurs palestiniens chargés des négociations autour de l'eau ont été soumis à ce pouvoir conceptuel. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Des personnes qui faisaient partie de cette équipe à l'époque reconnaissent qu'il y avait une sorte d'esclavage des négociateurs qui étaient vraiment convaincus que ce qu'Israël leur proposerait, ce serait la meilleure solution qu'ils pourraient obtenir. Une certaine soumission, en quelque sorte. Le troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir de négociation. Et je pense que c'est l'élément qui a le plus d'influence sur les questions de l'eau en Israël et Palestine. Ce pouvoir s'exprime à travers le Joint Water Committee, le GWC. Il y a un comité mixte qui réunit des Palestiniens et des Israéliens pour traiter des questions d'eau. Il réunit des experts techniques, des politiques des deux côtés et également des représentants de l'armée israélienne, mais pas des représentants militaires palestiniens. Et ce comité est l'organisme incontournable pour toute question liée à l'eau, qu'il s'agisse de travaux sur le réseau ou de forêts des puits. Il s'agit en fait d'un comité qui exerce un pouvoir de coercition d'une certaine façon. Imaginez que vous êtes palestinien et que vous voulez faire des travaux sur des infrastructures de l'eau près de Naplouse. Eh bien, vous avez besoin d'obtenir l'approbation de ce comité, c'est-à-dire l'approbation des techniciens, des experts israéliens, des politiciens israéliens et de l'armée israélienne. Et vous ne pourrez évidemment réaliser ces travaux que si tous ces acteurs estiment que cela ne contrarie pas les projets d'Israël, et notamment si l'armée israélienne estime que cela ne contrarie pas ses projets et le maintien de la sécurité. Les Israéliens déposent des projets auprès de ce Joint Water Committee pour des travaux sur les infrastructures hydriques des colonies. Et donc c'est quelque chose d'insidieux, puisque l'autorité palestinienne, la Palestine, officiellement ne reconnaît pas les colonies. Et donc les Palestiniens devraient, dans le sein de ce comité, refuser d'approuver les projets qui entérinent de fait l'existence des colonies. Et c'est vraiment quelque chose de négatif, puisque si les Palestiniens refusent les projets présentés par Israël au sein de ce comité, eh bien Israël bloquera toutes les demandes palestiniennes. Yann Selby est un très bon analyste de la situation et il parle de domination de la coopération. En analysant le procès-verbaux des décisions et les décisions du Joint Water Committee, il montre à quel point cette coopération est insidieuse et que cela empêche la résistance palestinienne. Le Joint Water Committee existe toujours aujourd'hui. Les Palestiniens ne peuvent toujours pas forer de puits dans l'aquifère occidental. Et voici la situation que nous avons actuellement. Où allons-nous ? Il existe... La négociation avant tout. Parlons d'abord du contexte actuel. La qualité de l'eau à Gaza est catastrophique. Les ressources aquifères sont en train de chuter, alors qu'avant c'était de la très bonne qualité. Elle est en train de baisser cette qualité. Elle est très bien protégée, qu'elle n'a pas été contaminée,
mais à l'heure actuelle, elle commence à être contaminée à cause de différentes sources à la surface. Et n'importe quel géologiste vous dira, le temps qu'on découvre la contamination aussi longue, ce sera trop tard pour agir. Nous avons un État palestinien qui reprend ses analyses. Nous avons une autorité palestinienne qui a un peu d'autorité sur certaines parties de la Cisjordanie et rien à Gaza. Et il y a une autorité palestinienne sur l'eau. En Israël, il y a une technologie assez incroyable. Désaliniser l'eau, on l'exporte à travers le monde. Cette technique, Israël, d'un point de vue technique sur l'eau, elle est un leader au niveau mondial. Et il y a un nouveau plan par rapport aux infrastructures des colonies en Cisjordanie. Il y a l'idée de reprendre l'idée usée pour des usages agricoles. À peu près 60% des rejets en Israël est utilisé pour l'irrigation. Et c'est le taux le plus élevé dans le monde. Et la désalinisation. C'est trop cher, mais à l'heure actuelle, c'est une option. Il y a plus de 400 millions de mètres cubes qui sont désalinisés par Israël, et c'est bien plus que la consommation palestinienne. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir moins de pression sur l'eau des sources ou des ressources aquifères. Et donc on pourrait obtenir un agrément sur les ressources en eau. Donc ça, c'est les différentes négociations. Je les ai mis de droite à gauche, car on part pas à cause du monde arabe, bien entendu. Donc à Madrid, ça avait commencé bien, mais ça a été remplacé par le processus d'Oslo, et après la roadmap, c'est les Américains qui sont en train de conduire ce procès. Annapolis, c'est George Bush aussi, dernière tentative, avant qu'Obama arrive au pouvoir. Après, c'est la diplomatie de la survie pour l'autorité palestinienne. Et l'idée de créer un État qui était quasiment un succès pour les Palestiniens qui sont représentés aux Nations Unies. À l'heure actuelle, il n'y a aucune négociation, à part que le comité sur l'eau se rencontre, le comité bilatéral. Il y avait plusieurs bases potentielles de négociation. On pouvait continuer avec les accords existants ou l'améliorer. On pouvait parler de l'eau et donc la position palestinienne, il faut se baser sur ce que les Palestiniens demandent en termes d'eau. D'un point de vue légal, c'est essentiel que la Convention sur l'eau de 1997, que toute l'eau doit être distribuée d'une manière équitable et raisonnable. Cette division est basée sur le nombre de gens par rapport à l'eau, donc le rapport. La position palestinienne officielle est donc de miser sur le droit international, le droit à l'eau international, et de demander une utilisation raisonnable et un caractère et l'égalité de l'attribution par habitant. Évidemment, la position israélienne est différente. Les Israéliens cherchent à obtenir une certaine légitimité pour les colonies. La coopération
au sein du Joint Water Committee aurait été une bonne chose si elle était faite de bonne foi, mais les Israéliens cherchent à se servir de ce comité pour légitimiser les colonies. Il serait donc peut-être préférable de cesser cette coopération au sein du Joint Water Committee. Si les négociations ne fonctionnent pas, que pouvons-nous faire? Peut-être une action juridique. Il y a plusieurs bases sur lesquelles se fonder, avec donc le droit à l'eau international, le droit humanitaire international et le droit en état de guerre. Les accords entre les deux parties sont également une piste. Il y a eu des violations mineures des accords signés entre Palestine et Israël, donc des violations mineures de la part des Palestiniens, tandis que du côté israélien, on constate des infractions majeures et systématiques. Il serait donc bon de poursuivre cette piste. Il existe une certaine légitimité aux actions que l'on observe actuellement. Il serait bon de promouvoir une campagne politique pour limiter en fait cet effet d'entraînement que l'on constate actuellement. Je parlais donc d'une action juridique et il faut donc également se concentrer sur l'aspect communication, mener des campagnes de communication. Que pouvons-nous faire? Il existe des dizaines, voire des centaines de rapports qui ont été rédigés sur la question de la situation de l'eau dans la région. Et personne ne contestera les chiffres dont je vous ai parlé. Tout est très bien documenté. Oui, on trouve ces rapports et ces données dans différents contextes. Il y a des sources très progressistes et d'autres très conservatrices. Nous avons également ce genre de documents, d'infographies qui disent tout en une seule image. On ne peut donc pas nier que l'on sait les choses. Ce n'est pas très compliqué de s'informer sur la situation, d'avoir les données et de savoir ce qu'il se passe. Les personnes qui travaillent pour les Nations Unies, les différents médiateurs, ils savent tous quelle est la situation. Mais dire la vérité face aux puissants, où cela peut-il nous mener? Peut-on aller loin juste en disant la vérité face aux plus puissants? Il existe un site internet qui est intitulé « Si seulement les Américains savaient », 3 petits points, et qui consiste à montrer, à affirmer, à énoncer des faits que les Américains ignorent volontairement, délibérément. Eh bien, dans certaines situations, malheureusement, même si les personnes disent la vérité en attendant un changement de l'autorité, cela ne fonctionne pas à cause du nationalisme, du chauvinisme et de l'intérêt pour la terre et les ressources. Il est donc important, certes, de sensibiliser, d'informer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à le faire. Il est nécessaire d'éduquer les nouvelles générations, mais cela ne suffira pas, car ce n'est pas suffisant pour faire face aux forces que nous voulons affronter. Que peut-on faire alors? Peut-être se tourner vers le boycott? Donc le BDS, ça peut avoir un certain effet sur l'État d'Israël, qui tente justement à travers 2 personnes de contrecarrer le boycott. Donc le boycott, regardez, en Écosse par exemple, en Grande-Bretagne, on ne peut pas
on importe des pommes de terre, par exemple, alors qu'on ne peut pas produire beaucoup de choses, on produit des pommes de terre et on fait venir des pommes de terre d'Israël qui grandissent dans les champs israéliens avec l'eau palestinienne. Alors c'est de l'eau virtuelle qui a été utilisée en Israël pour faire pousser ces pommes de terre, et ces pommes de terre qui sont exportées en Grande-Bretagne. Donc il y a un élément par rapport à l'eau avec ces pommes de terre. Chaque campagne doit aussi contrecarrer la vision libérale du problème à l'américaine. Tout va bien, c'est pas parfait, mais on peut plus ou moins survivre avec ce conflit. Donc il y a l'idée de montrer les lettres de l'administration civile. Donc c'est des militaires qui dirigent la Cisjordanie. Et donc ils se chargent de gérer l'eau pour les autorités militaires. Et donc dans cette lettre, on voit que le but était de traiter avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne, car l'eau c'est un aspect fondamental de la vie. Alors ça c'est une représentation qui montre que Israël est un bon État qui tente d'aider les Palestiniens. Récemment, l'année dernière, il y a 6 mois, plus précisément, Trump a envoyé en Israël. Il a fait rencontrer les différentes autorités, aussi bien israéliennes que palestiniennes, pour arriver à un accord. Mais ce n'est pas du tout un accord. C'est juste que les Palestiniens vont acheter plus d'eau. Sans vouloir mettre sur le devant de la scène le fait que les Palestiniens ont droit à l'eau. Mais en fait, ça a été mis en avant comme un accord. Et donc l'idée, c'est qu'on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de militants environnementaux qui soulèvent la question de l'eau pour la biodiversité, pour restaurer le niveau de la rivière Jourdain. Mais souvent, ils oublient le côté politique. Ils ne parlent que de l'eau pour la biodiversité, mais pas pour les gens. Je ne peux pas dire qu'Ecopis, il parle de l'eau, c'est vrai, des droits des Palestiniens à l'eau, mais l'attention est mise sur le fait que les gens doivent travailler ensemble sur la conservation de l'eau. Cela cache le conflit. Donc moi je suis invité dans de nombreux forums, dans des conférences, et pensent, les gens sont d'accord sur l'eau, aussi bien israélien que palestinien, ils vont arriver à un accord. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, chaque transformation du conflit devra contrecarrer la vision libérale du conflit. Car sinon, les Palestiniens ne méritent pas d'eau. Et ma dernière partie, comment l'eau est utilisée un outil politique. L'eau, il ne faut pas la regarder uniquement il faut la regarder dans un contexte international, dans un conflit international avec les lois internationales. Est-ce que ce n'est pas plus juste de regarder comme l'eau est utilisée comme un outil politique ou militaire? C'est normal d'utiliser l'eau à des fins politiques. Donc, par exemple, aux États-Unis, on parle de comment l'eau est utilisée par les immigrés illégaux, et donc l'idée, c'est justement de les déporter par la suite dans leur pays. Donc Israël fait plus ou moins la même chose avec des citoyens israéliens palestiniens. Donc c'est des Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne.
Alors aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et on le voit avec les Bédouins notamment. L'idée, c'est de rassembler les gens pour qu'ils évacuent des endroits et qu'ils partent. Et donc, en Cisjordanie, maintenant, si vous pouvez contrôler 90% de l'eau du territoire, vous pouvez l'utiliser, cet outil, pour la paix, pour promouvoir votre version de la paix, à vos conditions. Quelque chose que l'on peut utiliser pendant un certain temps, ou alors vous pouvez l'utiliser pour transférer des populations. Si vous refusez de l'eau aux Palestiniens, à certaines parties de la population, ils vont partir. Et s'ils ne vont pas partir, leurs enfants ne vont pas rester très longtemps. Ils iront vers les villes, où ils iront en dehors de la Palestine, par exemple à Luxembourg. Et si vous donnez de l'eau aux gens, et ces gens vont rester, et resteront pour des centaines d'années. Donc c'est un outil très utile pour la colonisation, pour le projet de colonisation. Et ça fonctionne très bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après une perspective aussi longue que j'ai sur ce conflit, il vaut mieux le regarder en termes comme un outil. Il faut revenir aux racines du conflit, qui est comment l'eau est utilisée pour déplacer les populations. Et si nous voulons parler de la coopération entre les États, ce serait le bienvenu. Mais d'abord, il faut voir les racines. Pourquoi des gens souffrent du fait du contrôle de l'eau, ou du fait qu'ils doivent partir des terres. Ce serait donc une bonne chose d'avoir cette analyse pour commencer. Voici quelques sites internet. Je voudrais remercier profondément Martine et Maud de m'avoir invité. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. La première chose que vous avez dit qui m'a frappée, ce sont les effets de cette situation inégale qui existe. Et alors, sur cette situation inégale, quels sont les effets du réchauffement climatique ? Ramallah reçoit plus de précipitations que Londres. Mais il y a aussi le désert du Negev dans la région. Y a-t-il une désertification croissante ? Y a-t-il des modifications comme dans d'autres parties du monde, et notamment à cette latitude. Car les effets du changement climatique, bien souvent, augmentent les pressions sur les ressources hydriques. À l'université où je travaille, il y a beaucoup de très bons experts sur le climat. Et plusieurs modèles climatiques montrent qu'il y aura une tendance à l'aridification dans cette région, par exemple de la Méditerranée à l'Iran. Il y aura également une autre transformation en ce qui concerne la saison des pluies. Elle sera plus courte. Il y aura aussi plus de phénomènes climatiques extrêmes. Toutes ces modifications prévues, ce sont de mauvaises nouvelles pour les personnes qui vivent dans ces régions. Israël, le Liban et la Syrie ont des climats méditerranéens. Et on ne sait pas très bien en fait si l'ouest de cette région sera affecté gravement ou non par le changement climatique. La réponse sincère en fait c'est qu'on ne sait pas encore exactement quels seront les effets. Cela dit, le changement climatique a déjà des effets sur l'eau dans la région, puisque c'est un prétexte utilisé par beaucoup pour ne pas partager l'eau.
Et donc, au contraire, je pense qu'on pourrait penser que le changement climatique qu'ils ont fait devrait être une raison de plus pour partager équitablement les ressources. Mais certains sont de mauvaise foi et préfèrent dire que comme il y a le changement climatique, moins de ressources, c'est une raison de plus pour dire qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde et que la solution, c'est de dessaler l'eau de mer. C'est en fait une façon d'éviter la question politique, le problème politique. C'est aussi une façon de maintenir le statu quo qui est pour le moment entièrement en faveur d'Israël. Si c'était les Palestiniens qui contrôlaient 90% des ressources en eau, les Israéliens seraient-ils encore tellement enclins à accuser le changement climatique des maux qui affectent la région? Je pense que le changement climatique donc, ne doit pas nous faire oublier que ce sont les humains qui prennent les décisions du partage de l'eau. Vous avez très bien expliqué comment la politique de l'eau est un moyen de faire venir les gens qui nous intéressent à un endroit ou d'expulser ceux dont on ne veut pas. Vous n'avez pas parlé du mur, le mur qui est illégal. Et qui ne suit pas les frontières de 1967 pour la plupart de son tracé. À Kalkilia, si je ne me trompe pas, le mur entre dans le territoire palestinien très profondément. Je pense 22 km, à 22 km de la frontière de 67. C'est là aussi que l'aqueduc occidental possède les plus grands réservoirs d'eau. Je me souviens qu'à Jayuns, un village avec d'immenses champs d'oliviers, donc un village réputé pour son huile d'olive, on voit que ces arbres se trouvent désormais de l'autre côté du mur. Le mur est donc un élément stratégique. Le tracé du mur sert des visées stratégiques. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Auriez-vous des observations à ce sujet? Oui, merci beaucoup de souligner ce point essentiel. Vous l'avez dit, le mur ne suit pas les frontières de Cisjordanie et pénètre de plusieurs kilomètres en Cisjordanie pour s'assurer qu'aucune colonie n'est enfermée, encerclée au milieu des territoires palestiniens. Je pensais que le mur était construit pour s'accaparer des ressources aquifères, mais c'est une histoire intéressante que je pourrais raconter. La manière dont l'eau fonctionne souterraine, car on peut pomper en Israël ou en Cisjordanie dans des puits protégés et la faire venir d'une manière transversale. Donc le mur n'a aucun effet, car l'eau elle passe en dessous. Hydrauliquement, on peut juste sucer, entre guillemets, l'eau de la Cisjordanie ou de derrière la Cisjordanie. Tout comme le contrôle, c'est les Oslo agréments, les accords d'Oslo numéro 2 de 1995 qui font que l'autorité palestinienne est bloquée, et ce depuis 20 ans. Et ça, c'est beaucoup plus important que le mur, même si que le mur détruit énormément de choses. Il coupe les gens d'un point de vue, mais du côté de l'eau, ce n'est pas important d'avoir ce mur. Il faudrait juste le démanteler pour un nombre important de raisons. Le fait de séparer les familles, notamment.
un ou deux commentaires d'abord. Le premier, c'est à propos de l'histoire. Si vous regardez l'histoire, si vous étudiez l'histoire, déjà au XIXe siècle, les premiers colons, les premiers sionistes qui venaient en Palestine, ils avaient déjà compris que l'eau, c'était fondamental. Pour s'établir, pour établir des colonies, il faut de l'eau. Donc, leur but premier était de mettre la main sur la partie nord du pays. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on a ce problème de distribution d'eau entre Israël et la Palestine, car dès le début des colonies, ça en fait partie depuis plus de 100 ans. Le deuxième commentaire, à propos de la technologie et des compétences des Israéliens dans le secteur de l'eau. Ma question, est-ce que cette réputation n'est pas exagérée selon vous ? Une des marques, une des fabriques d'Israël, c'est qu'ils ont réussi à transformer le désert en vert, en zone agricole. Donc vous parlez des zones, des systèmes de distribution, mais en fait c'est un petit peu par chance. Et ce trou ce tuyau avait un trou, et donc juste à côté, à cause de ces gouttes qui sortaient de ce tuyau défectueux, quelqu'un a une idée, s'est dit, c'est pas stupide, si on mettait un tuyau dans le sol avec plusieurs trous, ce serait une bonne idée. Bien sûr. Alors ensuite, nous déposons un brevet et nous le vendons. Alors bien sûr, il faut changer les tuyaux tous les 10 ans. Est-ce que c'est une grande performance des Israéliens ? Je n'en suis pas sûr. La désalinisation est devenue populaire quand nous avions les membranes. Je ne parle pas de d'évaporation, mais des membranes. Donc cela dépend des membranes sur la chimie. Et donc on est d'accord, c'est la grande contribution d'Israël. Ils l'usent, bien sûr, à leur avantage. Mais, est-ce que c'est une grande contribution ? D'un point de vue technologique, je ne la vois pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec la quasi-totalité de ce que vous avez dit. Alors, le degré de contrôle d'Israël, ce n'est pas par chance. Et il a commencé avec les premiers colons sionistes au XIXe siècle. Sur la technologie, l'irrigation, goutte par goutte, est tellement répandue en Liban, en Jordanie, en Cisjordanie également, et ailleurs. Cela permet d'utiliser l'eau de manière plus efficace, mais il y a également des aspects techniques problématiques. Alors, cela dépend par rapport à d'autres techniques, hein. Il faudra les comparer. Il faudra avoir un débat sur l'efficacité de l'irrigation. Sur la désalinisation, j'espère que je n'ai pas donné l'impression que c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à bien manager ces ressources en eau. Tous les pays de la Méditerranée, chaque pays de la Méditerranée désalinise de l'eau pour une partie de sa population, généralement pour les gens les plus riches qui vivent dans les zones urbaines. Donc en Israël, c'est plus de 400 millions de mètres cubes. L'hiver passé, qui a été très sec, plutôt sec, avec le lac de Tibériade dont le niveau a chuté. Et donc il y a eu un véritable débat parce qu'on ne savait pas que faire par rapport à ça. À travers une technique, je pense que c'est un signe de faiblesse. Car ça coûte tellement. Et le coût le plus cher, c'est tout simplement l'énergie qui est utilisée pour pousser l'eau dans les membranes. Donc pour ces compagnies privées, ça coûte tellement cher que l'État d'Israël a décidé d'acheter l'eau à un certain prix.
Donc ça veut dire que l'eau doit être produite toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça veut dire que s'il pleut trop, ils n'auront pas assez de gens pour l'acheter parce qu'il y aura une manière de se procurer de l'eau de manière moins chère. Donc c'est un véritable problème. Cette eau qui est désalinisée est utilisée pour l'irrigation. Et c'est une manière très chère de faire grandir des carottes ou des poivrons verts que nous achetons ici en Europe ou des avocats. L'avancée technologique que j'ai avancée à Israël, c'est le fait de reminéraliser de l'eau désalinalisée. Car quand on pousse l'eau dans cette membrane, c'est l'opposé de l'osmose. Le processus fait qu'on laisse tout le sel et il y a 70% de l'eau salée et 30% de l'eau pure. Mais vous ne donnerez pas à votre enfant car il n'a pas de minéraux, il n'a pas de calcium, il n'a pas de magnésium et toutes les choses fantastiques que l'eau a d'une manière naturelle. Mais vous ne pouvez pas non plus faire irriguer. Vous aurez des tomates mal formées, etc. Donc ce n'est pas bien d'un point de vue. Donc l'idée technologique, c'était reminéraliser cette eau. C'est vraiment une manière de revenir en arrière, en fait, d'un point de vue technologique. À l'heure actuelle, Israël produit de l'eau désalinisée d'une quantité très importante. C'est pour ça qu'elle le vend aux Palestiniens, parce que c'est un marché parfait, en fait, parce qu'ils ont trop d'eau. Parce qu'il faut tout le temps en produire, comme je l'avais dit, car l'État est bloqué dans ses accords qu'il a fait avec ses compagnies privées. Et donc, il faut savoir se débarrasser de l'eau qu'il a en trop et qui coûte cher. En 2008, lors de négociations, il y avait beaucoup moins d'usines de dessalement. Il y en avait une à Ashkelon. Et l'idée à l'époque, c'était de distribuer l'eau douce équitablement et de façon raisonnable, conformément au droit de l'eau international. Et en fait, l'idée, c'est que la société israélienne n'allait pas sentir en fait cette modification, puisque avec les projets d'usines de dessalement, il y aurait une production suffisante. Et donc personne en Israël n'a vraiment réagi. Je pense que les usines de dessalement sont un signe d'échec de gestion de l'eau. Cependant, elles peuvent être un moyen, d'une certaine façon, de résoudre des conflits politiques. Et ce n'est pas rationnel, la situation n'est pas rationnelle, c'est le problème en fait. La situation est idéologique. Derrière vous, un jeune homme, Salem, est spécialiste de la question du dessalement à Gaza, car à Gaza, l'eau fait cruellement défaut. C'est un ancien étudiant. Je vais le mettre sous l'effet de la robe. Merci Marc, mon professeur, directeur de recherche et ami. Comme vous l'avez dit, oui, le dessalement pourrait être un outil pour dénouer une situation politique tendue. À Gaza, par exemple, nous dépendons de l'aquifère côtier. Comme Marc l'a dit, Israël ne convoite pas cet aquifère vraiment, puisque cet aquifère n'a pas d'influence sur ses propres ressources. Mais le problème à Gaza, c'est qu'on pompe excessivement les ressources de l'aquatique, les ressources de l'aquifère pour l'utilisation domestique et l'agriculture. Le problème, c'est qu'à force de ce pompage excessif, l'eau de mer entre dans l'aquifère. Et la salinité de l'eau pompée de l'aquifère est très, très élevée. Et on ne peut donc même pas se laver le visage avec tellement elle est salée. Alors, oubliez l'eau de boisson, par exemple, ou les douches. Nous avons de graves problèmes de santé liés à la mauvaise qualité de l'eau de l'aquifère côtier à Gaza.
Et mauvaise qualité, je pèse mes mots. Il y a vraiment de graves problèmes, non seulement pour la santé, mais pour l'économie, l'agriculture, l'industrie. Nous cherchons donc des solutions pour résoudre ce problème. Nous aurions voulu avoir un partage équitable des ressources en eau, mais cette voie est toujours bloquée. Donc aujourd'hui, nous cherchons à éviter la catastrophe. Selon les Nations Unies, d'ici à 2020, Gaza sera une zone invivable. Le dessalement serait donc une voie pour résoudre la crise de l'eau. D'autres actions seraient indispensables, à savoir le traitement des eaux usées, la gestion des ressources en eau, la collecte d'eau de pluie, etc. La situation est critique à Gaza. Sur tous les aspects, Gaza est au bord de l'effondrement. Et donc, le projet de dessalement pourrait être une solution pour éviter une catastrophe encore plus grave pour tous les habitants de Gaza. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit prêt à accueillir tous les Gazaouis en tant que réfugiés si Gaza devient réellement invivable. Ni Israël n'est prêt à les accepter, ni le Luxembourg. Je ne suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de place au Luxembourg pour cela. Il faut donc se situer dans la perspective technologique. Et comme Marc l'a dit tout à l'heure, actuellement, l'état d'esprit, c'est oui, on est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir de l'eau. Et malgré tout, ce projet a du mal à avancer. Je crois qu'il y a encore une question. Dans tous les liens qu'elle a fait entre l'eau, bien sûr, les dimensions politiques, historiques, etc. Je voudrais vous poser une question par rapport aux politiques européennes en la matière. La BEI, la Banque européenne d'investissement, a son siège ici à Luxembourg. Il y a quelques années, avec certains de mes collègues, nous avons visité de hauts responsables parce que nous avions appris que la Banque européenne d'investissement avait repris un certain nombre de projets de soutien à l'eau en Israël, donc des projets en Israël. Nous nous sommes un peu informés pour pouvoir éventuellement poser quelques questions impertinentes, n'est-ce pas? Donc cette eau que vous allez soutenir, elle vient d'où? Lorsque les Israéliens ont cette eau, d'où vient-elle? Et puis, à qui vont-ils la faire servir? Est-ce qu'ils vont la faire servir à toute la population israélienne et palestinienne d'Israël, aux Bédouins, etc. etc. Nous n'avons pas été mal reçus. Nous avons été bien reçus et nos questions devaient être transmises aux techniciens qui, sur le terrain, doivent vérifier l'application de ces projets, que ça respecte bien certains critères. Nous n'avons jamais eu de feedback vraiment intéressant. Nous n'avons pas forcé, bien sûr. Mais êtes-vous un peu au courant des projets que l'Union européenne soutient dans le cadre, je suppose, des accords d'association entre Israël et la Palestine sur le genre de soutien et le genre d'utilité que peuvent avoir ces projets, pour qui, pourquoi, en Israël aujourd'hui? En bref, non, je ne suis pas au courant, mais ça m'étonne qu'il y ait une banque européenne qui investisse dans un pays comme Israël, et surtout en eau, parce que c'est une ressource tellement contestée. Et vous avez bien fait de demander ces questions. Et s'ils vous ont envoyé aux techniciens, c'est une ruse, hein, c'est normal que c'est normal de dire que c'est une matière technique. On va rechercher l'affaire et puis on vous reviendrait.
Et ça, évidemment, ça continue. Mais oui, ces questions, pourquoi investirons-nous dans l'exploitation d'une ressource qui est contestée avec un autre peuple? Même la Banque mondiale a des operational guidelines. Eux, ils ne vont pas investir dans un projet sans l'accord de tous ceux qui sont affectés, sur le Nil par exemple. Alors, je crois que la Banque d'investissement européenne devrait élever ses régulations. C'est bien fait. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça revient toujours, c'est politique. Mais sans cette pression d'en bas, absolument rien ne changerait. Une question rapide, car j'ai vu cette jolie phrase. L'eau est un droit fondamental, un droit de l'homme fondamental. Quelqu'un pourrait me dire le prix de l'eau à Luxembourg? À Luxembourg. C'est une question importante, car personne ne se rend compte la difficulté que les ingénieurs ont dû faire et l'argent que ça a coûté pour que l'eau vous arrive dans votre robinet. Vous avez parlé à la fin du problème de l'eau comme un outil politique. Vous avez continué. On parlait des transferts de population. Lorsque nous étions dans la région de la vallée du Jourdain, il y a quelques années, nous explainions comment le développement de la population dans la vallée du Jourdain, qu'avant 1967, il y avait 300 000 personnes qui vivaient dans la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, les Palestiniens nous ont dit il y en a 60 000 qui sont partis. Uniquement si on inclut la population de Jéricho. Donc ça montre le gouvernorat de Jéricho. Ça montre à quel point la chute de la population dans la vallée du Jourdain est liée parce que les paysans ont tellement de difficultés d'avoir accès à l'eau qu'ils n'ont plus de perspective pour leurs farms, pour leurs troupeaux. Ils doivent voyager énormément, ils doivent aller des kilomètres pour avoir accès à l'eau, passer à travers des checkpoints, etc. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Ça, c'est la réalité démographique d'un côté. Et de l'autre côté, si on voit la politique d'Israël, ils ont annexé Jérusalem-Est contre les lois internationales. Mais de plus en plus, on voit les Américains qui les protègent, qui sont derrière eux, qui ne remettent pas en question les colonies, par exemple. Ils ont décidé de transférer leur ambassade à Jérusalem. C'est triste, et cela montre que la vallée du Jourdain est une zone C, en grande partie sous contrôle israélien selon les accords d'Oslo. Et cela nuit au développement de la population parce que les Palestiniens partent. Est-ce que cela ne peut pas être vu comme une politique au sens plus large qui vise à annexer ces zones C par Israël? C'est ma question. Rapidement, tout à fait. Et même à la Knesset, ils ont discuté de ça au Parlement israélien pour annexer la vallée du Jourdain. Peut-être. Je n'ai pas entendu parler d'annexer toute la zone C, mais c'est une conclusion logique. La vallée du Jourdain est militairement stratégique, car c'est une zone tampon
entre la Jordanie et Israël, même si les deux pays sont en paix. Mais il y a eu des idées d'annexer cette zone. Et maintenant, les seuls Palestiniens qui sont autorisés sont les gens qui vivent là. Il faudrait 2 jours pour l'annexer, mais il n'y aura aucune résistance, aussi bien de l'autorité palestinienne que de la communauté internationale. Donc je crois que les conditions sont parfaites pour cela. Il y a quelques années, Ilan Pappé disait qu'avant 1948, avant 1967, donc il y a 5 ou 6 ans, il disait que les Palestiniens avaient encore un certain espoir qu'il y ait une solution à 2 États. Mais il a dit qu'il fallait faire attention parce qu'on pouvait de nouveau assister à des transferts massifs de population si on les déshumanise, les Palestiniens. Si on les transforme en musulmans, on rentre dans le discours, on associe la résistance palestinienne avec les radicaux islamistes. Et on a un gouvernement de droite en Israël, par exemple. Et cela pourrait arriver. On a toutes ces conditions à l'heure actuelle. Donc j'aimerais vous raconter une bonne histoire, mais il faut justement soutenir cette résistance. Mais là, les choses ne sont pas bonnes pour les Palestiniens, pour l'autodétermination des Palestiniens. Une courte question. Selon mes informations, les Palestiniens, s'ils veulent construire un nouveau puits, c'est toujours refusé. C'est ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, parce que l'armée israélienne le refuse à chaque fois. Combien de puits devraient être réparés ? Est-ce qu'il faut, pour réparer les puits, est-ce qu'il faut aussi l'approbation de l'armée israélienne ? C'est une excellente question technique sur la réhabilitation des puits existants. Sur tous les puits qui étaient en 1967, c'est-à-dire tous les puits construits lorsque les Palestiniens dépendaient ou étaient sous le contrôle des Jordaniens. Sur l'ensemble de ces puits, eh bien, on constate qu'ils ont tous besoin d'être réhabilités, rénovés. Et pour ces travaux de rénovation, il faut également l'autorisation des Israéliens. Le GWC, le Joint Water Committee, est plus enclin à autoriser la réhabilitation, la rénovation des puits, mais ne l'accorde pas systématiquement. Il faut que le projet soit examiné et qu'il reçoive une approbation technique, politique et militaire. Peut-être une dernière question que j'aimerais poser, sauf que si quelqu'un d'autre en a une question sur les compagnies privées d'eau en Israël. Je pense à Mekorot, par exemple. Quelle est l'action de Mekorot? Que fait Mekorot? Est-ce qu'elle s'accapare les ressources en Cisjordanie? Mekorot est le principal fournisseur d'eau en Israël. C'est une entreprise publique. Ce n'est pas comme au Royaume-Uni où je vis, où grâce à Margaret Thatcher, tout a été privatisé. Mekorot est donc une entreprise publique. Elle possède d'excellents techniciens, experts techniques qui font très bien leur travail. Et je considère Mekorot comme une entreprise constituée de spécialistes techniques qui effectuent le travail que les autorités leur demandent de faire. Si une décision politique est prise, Mekorot et les autres entreprises, des entreprises privées de travaux publics, vont alors obéir aux ordres politiques. C'est ainsi que je vois les choses, mais je me trompe peut-être. Je ne connais pas si bien la question des décisions liées à l'eau
au sein d'Israël. C'est peut-être quelque chose sur lequel nous devrions nous pencher. Une possibilité pour les Palestiniens de réagir de façon modeste. Le Conseil des droits de l'homme à Genève a déclaré il y a quelques années que l'eau constituait un droit humain. Et je crois qu'il est manifeste que ce droit humain fondamental est bafoué à de nombreuses reprises. Pourrions-nous aider les Palestiniens à se servir de ce droit humain comme d'un meilleur outil afin de les aider à dénoncer les violations de ce droit humain année après année? Les violations sont dénoncées auprès du Conseil des droits de l'homme de Genève. Ne pourrions-nous pas aider les Palestiniens pour que les résolutions soient mieux écrites, pour affirmer plus fermement l'opposition? Le droit humain, le droit fondamental à l'eau pourrait servir effectivement pour sensibiliser et pour faire valoir ce droit. Malheureusement, les effets restent très restreints. Ce n'est pas compliqué de montrer que ce droit fondamental est bafoué. Et les ONG continuent de documenter la situation, de montrer que ce droit est constamment bafoué. Excusez-moi de toujours tout compliquer, mais en fait, malheureusement, le fait de faire pression pour le droit humain à l'eau ne sert pas les intérêts de la Palestine, de la plupart de la population. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est plaidoyer en faveur des droits humains. D'avoir assez d'eau pour vivre en dignité, pour se nettoyer. Ça nécessite pas forcément, ça n'inclut pas forcément l'eau qui est nécessaire pour l'agriculture. On peut calculer combien d'eau en millions de mètres cubes que les Palestiniens auraient besoin pour rejoindre leur objectif. Donc ce serait 80 litres par Palestinien. Donc c'est beaucoup moins que ce que la Palestine a besoin, car à cause de la question de l'irrigation. La consommation de l'eau la plus importante, c'est pour l'agriculture. Et donc si on n'en parle pas, ce serait facile que chacun ait ses besoins qui soient remplis. Il y a une question économique également. Le PNB des produits irrigués en palestinien varie de 30%. Pardon. Le PIB de la Palestine varie de 15 à 20% suivant l'irrigation de l'eau. Donc l'État en a besoin d'avoir accès à assez d'eau pour l'irrigation aussi. Et donc si on prend l'approche des droits humains pour l'eau, c'est une autre question. Et je ne veux pas le jeter, m'éloigner de cette question. Car on ne sait même pas combien on paye pour l'eau. Et les Palestiniens dans les villages, ils ne savent pas non plus. Chaque goutte, si on pouvait sécuriser l'accès à l'eau pour ces Palestiniens, ce serait une bonne chose pour ces villages, en utilisant justement la question des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit ? La personne ne parle pas dans le micro, on ne comprend pas la question. On ne peut pas entendre la question.
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, je suis désolée, mais je suis un dinosaure déjà. Je n'utilise pas Twitter ou Facebook. Il semble que ces réseaux sociaux sont un outil de propagande pro-israélien. Facebook et Twitter sont utilisés par Israël à des fins de propagande. Dès qu'il y a une question, pas seulement sur la question de l'eau, mais toute question liée à la région et au conflit israélo-palestinien, les lobbies pro-israéliens sont très présents en force sur ces réseaux sociaux et diffusent des informations, des arguments biaisés. Et donc je me demandais comment nous pourrions contrer cette propagande, plus particulièrement en ce qui concerne la question de l'eau, où les Israéliens volent les ressources en eau et en privent les personnes qui ont droit pourtant à cette eau. Oui, je pense que tout moyen de sensibilisation et d'information sur la situation serait utile et bon à utiliser. Plusieurs organisations palestiniennes, israéliennes et internationales mènent des campagnes sur les réseaux sociaux. Mais comme tout autre média, je crois qu'il s'agit d'un outil qui sera plus utile donc à certains qu'à d'autres. Au départ, il y avait d'immenses espoirs dans les réseaux sociaux. On pensait que ça allait permettre de démocratiser l'information. Et finalement, je pense que maintenant, on se rend compte qu'ils fonctionnent comme les autres médias. Que l'effet du message qui est diffusé dépend de la façon dont il sera. À savoir, si vous voulez diffuser un message d'espoir sur un conflit, vous pouvez le faire, cela permet de normaliser une situation, de normaliser le statu quo. Si vous présentez un message sur le statu quo de façon libérale et positive, il passera bien, il sera bien reçu et il permettra de normaliser la situation. Il faudrait que les choses changent, mais il n'y a pas de gouvernement palestinien à même de mettre en œuvre ces changements. Je pense que certains messages ne seront pas aussi bien reçus, comme celui que je viens de dire, à savoir qu'il n'y a pas de gouvernement palestinien à même d'imposer des changements, ou que certains alliés, en fait, mènent des actions néfastes. Et je pense bien que ce type de message passera moins bien sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux, mais il faut savoir que certaines vérités passent mieux que d'autres selon les médias. Si vous êtes un grand utilisateur de Twitter ou que vous maîtrisez bien Facebook, n'hésitez pas. Je n'ai jamais trouvé personne qui accepte de tweeter mes déclaration. Une autre question hors micro qu'on n'entend pas. Vous avez raison, il ne s'agit pas seulement des réseaux sociaux. En fait, certaines visées libérales donnent une vision biaisée des choses, sans vouloir entrer au cœur du conflit. Le sionisme ou le fait de privilégier un peuple par rapport à l'autre et de vouloir imposer un peuple plutôt qu'un autre sur un territoire. C'est là le cœur du problème. Les personnes déplacées en 1948, la convoitise entourant les sites saints, ce sont des éléments
qui me semble injuste. Nous avons apparemment le droit de parler de certaines idéologies, de critiquer certaines idéologies comme le fondamentalisme islamiste, le salafisme. Et c'est vrai que ce sont des problèmes, des idéologies qu'il convient d'analyser, essayer de les contrer. Mais nous ne sommes pas censés remettre en question le sionisme. Pourquoi certaines personnes d'une certaine race, entre guillemets, car le terme est discutable, devraient s'imposer à d'autres sur une terre donnée? Merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question. Merci Marc. Ah, bah non, c'était l'avant-dernière question alors. Une petite question. Vous avez dit qu'au niveau mondial, c'est les plus pauvres qui payent l'eau le plus cher. C'est vrai, je crois. Les pays que j'ai connus, c'est comme ça. Je connais surtout le cas de la Bolivie, où il y a eu une guerre pour l'eau en l'année 2000. C'est où ça, pardon? En Bolivie. Ah, ouais. Mais vous avez parlé d'autres pays aussi, d'Afrique. Alors je me demande si cette répartition et cette utilisation de l'eau est tellement symétrique, c'est-à-dire si en Israël, tous ont beaucoup d'eau, ou s'il y a une diversité dans la consommation et dans les frais pour l'eau, et si en Palestine aussi tout le monde n'a pas d'eau, ou s'il y a en Palestine aussi des différences. Ma question c'est, est-ce qu'entre Palestiniens et Israéliens, il y aurait peut-être des mouvements ou des synergies pour avoir, si jamais il y a une injustice en Israël aussi et en Palestine aussi, c'est pas la même chose pour tous. Est-ce qu'il y a des gens qui se rencontrent pour créer des synergies politiques éventuellement pour l'accès à l'eau et pour un prix plus... Ou est-ce que c'est vraiment Israël comme ça, à 100% comme ça, et en Palestine, c'est à 100% comme ça la situation? Non, c'est tout à fait le contraire. Vous avez très bien raison. En Israël, même en Israël, pour des citoyens israéliens, il y a une diversité, surtout pour les Palestiniens bédous, les Bédouins, qui eux, ont, par fait de leur manière de vivre nomadique, ils se sont pas trouvés dans les villes. Alors, Israël a... Bon, j'ai du mal à expliquer en français. Il y a un problème, même au sein de la situation de la société israélienne. Par exemple, les Bédouins sont les plus défavorisés. Tous les citoyens israéliens payent le même prix, mais entre la Galilée et le désert du Negev, il y a des tentatives de les pousser de certains endroits et de les caser dans certains endroits. Donc on leur dénie le droit à l'eau. Je suis content que vous avez parlé de ça, car je ne suis pas concentré sur la situation palestinienne et sur le système de classe qui existe en Palestine, qui est très discriminatoire contre les Bédouins, contre les villageois, et il y a une préférence pour les élites urbaines. Et donc c'est un problème massif. Et donc votre question, est-ce qu'il y a différents accès à l'eau suivant la classe sociale? Et donc il faut passer au-delà des frontières, car c'est la même chose des deux côtés. Ce serait un mouvement très intéressant s'il y avait un mouvement des deux côtés. Et je serais très heureux de le rejoindre, que vous soyez israélien ou palestinien, ou bédouin, ou de l'élite urbaine. Vous avez le droit à une eau plus propre qu'une majorité de la population. Le système de classe en Palestine, à Cisjordanie, à Gaza, n'a pas changé. Et peu de gens le contrecarrent, car le nationalisme contrecarre ces idées.
Et donc les urbaines élites mènent ce mouvement nationaliste. Dernière question. Marc, je voudrais faire un petit commentaire. La question de la relation technique avec les Israéliens et la question politique. Par exemple, dans le cas de Gaza, ça aurait été en théorie moins cher pour les infrastructures d'avoir un lien direct avec l'eau. Quoi qu'il en soit, le prix qui est négocié est très haut. Et donc l'eau a été considérée comme un bien et non pas comme un service dont on a droit. Cela est un véritable problème, car ça montre que les Palestiniens et les Israéliens ont poussé pour que Gaza ait accès à l'eau, et non pas sur le long terme pour avoir un droit à l'eau moins cher. La relation avec l'eau, avec les Israéliens, ça pourrait mener à la paix. Donc quand on parle avec des ingénieurs en Israël, ils parlent la même langue. Waouh, c'est facile de négocier avec eux. Mais ça dépend toujours de la question politique. Donc même si on essaye d'avancer d'un point de vue technique, c'est d'abord la politique qui bloque. Mais juste pour le dernier commentaire qui a été fait par le monsieur devant, il y a eu une étude de la Banque mondiale sur le prix de l'eau à Gaza pour voir les gens les plus vulnérables, combien ils pouvaient acheter d'eau et contribuer, c'est-à-dire les revenus pouvaient contribuer à l'accès à l'eau. Mais c'est très compliqué car la société palestinienne n'a pas vraiment travaillé sur la question. Right. So I would invite you for a drink. Je vous invite pour De l'eau. Un verre, voilà, juste à côté. Ah oui. D'accord, oui. Merci.